Allô? D'être là. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Alexandre Gabriel, qui est un habitué du Whisky Live, mais qui vient très souvent nous parler de sa gamme Plantation, parce qu'il est maître de chai et propriétaire de la maison Ferrand, ainsi que de Plantation. Aujourd'hui, on a la chance de le voir parler de ses premières amours, qui est le cognac. Il en parle assez rarement au Whisky Live, donc on est très content pour ça. Je vous demande de l'applaudir et de lui réserver un accueil chaleureux. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. C'est vrai que ça fait 30 ans que je fais ça. Et regardez, quand on parle du rhum, les pièces sont complètement pleines. Il y a des gens à l'entrée. Et sur le cognac, malheureusement, ce spiritueux qui est magique n'excite pas pour l'instant encore les gens en France, à part vous. Merci d'être là. C'est un spiritueux tellement magique, avec un patrimoine historique et technique absolument fabuleux. D'ailleurs, j'ai créé une fondation qui s'appelle la Fondation Ferrand, qui est une fondation à but non lucratif et dont on se sert pour en réalité financer des recherches sur les techniques oubliées du cognac et du rhum. Donc la Fondation Ferrand qui a financé d'ailleurs un travail avec Matt Pietrek sur c'est quoi le Navy Rum et les Dock Rums. On ne savait plus et il fallait qu'un historien aille étudier tous les documents sur le sujet, notamment tous les contrats de la British Navy depuis 2 siècles. Et donc on apprend des choses, que je ferai un séminaire d'ailleurs un moment sur ce sujet avec Matt. Et il y a aussi un livre qui va sortir que j'ai coécrit avec un historien, qui est l'histoire pour les passionnés de cognac, l'histoire de la Grande Champagne de Cognac. Encore une fois, le premier cru du cognac, ce dont on va parler aujourd'hui, et qui est un ouvrage assez documenté, assez fouillé, avec beaucoup d'éléments nouveaux sur des éléments très anciens, sur justement depuis quand ça s'appelle la Grande Champagne. On ne va pas faire ça aujourd'hui, on a 30 minutes, mais c'est un bouquin d'à peu près 300 pages, 350 pages, et qui naturellement est parallèle à l'histoire du cognac, mais qui retrace vraiment le pédigré et l'histoire de ce cru unique de la Grande Champagne, qui est, vous le savez, la signature de la maison Ferrand. Alors la maison Ferrand, pour moi, c'est une histoire d'amour de 30 ans. J'étais tout jeune, j'ai commencé dans ce métier. Vous savez qu'à Cognac, la fonction de maître de chai est une fonction où il n'y a pas d'école. Vous êtes formé par un maître. Et un maître de chai se considère maître de chai quand il l'a fait de façon continue pendant une vingtaine d'années. Moi, ça fait 30 ans.
J'ai appris 2-3 choses, mais je me rends compte d'une chose, c'est peut-être que je deviens encore plus bête, mais avec le temps qui passe, on découvre toujours tellement de choses. Et vous savez aussi que je travaille beaucoup avec d'autres maîtres de chais et maîtres distillateurs du monde entier, récemment avec nos amis de Haran, de Kilchoman, de Tilling, etc., qui sont des gens très sachants. Et on fait des éditions ensemble, dans ce cas, en ce moment, de Rhum Plantation. Donc j'apprends toujours plein de choses, c'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter de cette histoire, Ferrand, et aussi vous parler de quelque chose qui est complètement nouveau pour nous, et qui fait, comme toujours, référence à des choses très anciennes. On a eu, il y a 2-3 ans, le décès de mademoiselle Rançon-Ferrand, qui était la dernière héritière de la branche principale des Ferrand. C'est des Huguenots devant l'Éternel depuis 1630, exactement sur le même domaine. C'est une marraine pour nous. C'est quelqu'un qui a toujours guidé comme ça nos choix dans la région de Cognac, qui s'est jamais mariée, on l'appelait mademoiselle. Et cette dame-là que je connais depuis de nombreuses années, s'est éteinte il y a 3 ans et nous a remis les clés du domaine historique et qui est apporté donc à la fondation dont je viens de vous parler. Et pourquoi? Puisqu'il y a des documentations sur le cognac dans ses techniques et dans son histoire depuis 3 siècles. Vous savez peut-être qu'on a ce type de document aussi à la Barbade au sujet de West Indies Rum Distillery. J'ai la chance et peut-être le choix aussi de temps en temps d'aller vers des éléments qui sont un peu comme ceux-là justement et qui nous permettent. Et on a découvert des choses assez fabuleuses qui ne sont plus dans les textes du cognac actuel, mais qui nous permettent de réinventer et de repenser le cognac avec une approche qui paraît révolutionnaire, d'où le titre du séminaire. Je ne sais pas pourquoi on a ce truc-là d'ailleurs. Ce séminaire qui est en réalité le sujet qu'on verrait s'il n'y avait pas cet écran-là. Je ne sais pas si quelqu'un peut venir réparer ce problème. En réalité, c'est rebelle ou traditionnaliste. Vous savez que mon grand-père disait toujours, tu es quelqu'un de créatif, techniquement tu te débrouilles bien, fais attention à une chose, des gens qui ne se posent pas trop de questions, en général, sont empêtrés dans leur tradition des 20 dernières années. C'est-à-dire quand vous dites tradition, c'est quoi? Et vous savez peut-être, j'ai travaillé sur un produit qui s'appelle le Curaçao Ferrand, qui est un Curaçao version 19e siècle. Si je m'étais référé aux traditions du Curaçao des 20 dernières années, il aurait été bleu. Et ceux qui le connaissent, il n'est pas bleu. Et j'ai rien contre le Curaçao bleu, c'est juste, c'était pas ma vision. Et donc l'idée, c'est d'aller puiser comme cela des éléments. Certains d'entre vous savent qu'on a fait chez Ferrand beaucoup de recherches sur les autres essences de bois, le châtaignier notamment, mais 15 essences de bois. 5 de ces essences sont des essences historiques du cognac, documentées. J'ai même un document d'ailleurs ici de 1913 que je vous montrerai, qui montre justement ce travail qui était fait dans le passé, qui faisait des spiritueux absolument géniaux et qu'on essaye de revisiter, bien sûr, avec les savoirs qu'on a maintenant. Voilà un petit peu le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et donc, grâce à aussi plus de 2 mètres cubes de documentation absolument magique dans cette maison où rien n'a changé depuis un siècle et où tous ces documents se sont empilés. Donc on va goûter aussi, pendant qu'on répare la présentation, on va goûter 4 cognacs aujourd'hui. Je vous le dis rapidement ce que c'est, puis on parlera plus en détail. J'ai voulu que ce soit des cognacs qui se réfèrent à soit des choses qui sont justement dans un certain classicisme ou sur des historiques forts d'une certaine période. Ici, on a un cognac ambré qui a 10% de colombard. Vous savez peut-être que plus de 99,9% du cognac est fait avec... Merci, avec de l'uni blanc. Et ici, l'idée, c'était de travailler un cépage. C'est des choses qu'on a commencé à planter il y a très longtemps. Vous savez que le cognac, ça met du temps pour rentrer dans les assemblages. Et ici, on a 10% de colombard. Très franchement, mon objectif, c'est de monter à 20. Et donc, on avait commencé 1%, 2%, 3%. On commence à vous en parler à 10% parce qu'on pense que c'est impactant au niveau du goût. Hein, c'était impactant même où il y en avait moins, mais là, c'est vraiment impactant. Après, on a un produit ici, 10 générations, dont on parlera plus tard, qui fait référence à Mademoiselle, dont je vous ai parlé. Là, c'est un double cask qui travaille en fût de Banyuls, en double vieillissement. Et la sélection des anges SDA, qui est un grand classique chez Ferrand, où on travaille en 100% en chai humide, donc avec un profil assez particulier dont on va vous parler. Voilà, merci pour avoir réparé la présentation. Donc on va revenir sur notre diapo de départ. Je vous ai parlé de Mademoiselle, c'est la petite dame qui est ici, qui en réalité nous a écrit un mot absolument incroyable, qui dit, vous voyez, j'aurai bientôt 95 ans, je suis rassuré de savoir qu'Alexandre Gabriel, un homme passionné comme grand-père, il faut savoir qu'il y avait 10 générations de Élie Ferrand, a pour mission de produire de très grands cognacs. C'est à lui, à l'ensemble de la Maison Ferrand, de continuer cette mission et de transmettre cet héritage. C'est le domaine ici. Alors, il n'a plus tout à fait cette allure, parce que vous imaginez plus d'un siècle plus tard où rien n'a changé. Et c'est là, il a été construit par Élie Ferrand le 7e, qui était, vous le savez, les vignerons de Grande Champagne étaient souvent des Huguenots qui gardaient comme ça leur savoir et leur patrimoine.
et qui progressivement se sont mis à construire des maisons assez jolies. Et là, on voit très bien que la maison était construite au fur et à mesure des besoins, hein. On a commencé par ça, puis après on a un peu d'économie. On a fait cette partie-là, et cette partie-là, et cette partie-là, et cette partie-là. Et c'était une manière très progressive comme cela. Ici, c'est l'intérieur de la maison. On n'est pas pour faire une visite particulière, mais on est en train de passer de restaurer les choses progressivement. On va déguster, pour commencer, le cognac qui est ambré, que vous avez ici, donc en haut à gauche, d'accord, ceux qui, normalement, c'est marqué dessus. Là, on a un cognac qui travaille, comme je vous le disais, sur 10% de colombard. L'Uni Blanc, on en parlait, est un cépage, le cépage principal du cognac, qui fait... Vous savez, quand j'étais jeune, moi j'ai passé une partie de ma jeunesse dans les vignes de Bourgogne, et certains bourguignons disaient, non mais attendez, le cognac, vous travaillez sur des cépages faciles, qui ne sont pas intenses, qui ne sont pas sur le fruit, c'est quoi cette histoire? Pourquoi pas des cépages nobles? Et ça m'amusait, et un jour... on a distillé un cabernet, c'est pas pour un bourguignon, mais un cabernet sauvignon bien charpenté pour voir ce que ça donnait aux sorties de l'alambic. Et on avait un goût presque, j'exagère à peine, sur le marc, puisque d'avoir effectivement laissé le vin sur les râpes. Pourquoi cognac, on choisit des vins qui sont légers et acides? C'est qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas un vin de consommation, c'est un vin de distillation. Et l'acte de distiller, qu'est-ce qui se passe quand on distille? On a 9 volumes de vin pour un volume de spiritueux, c'est-à-dire d'eau de vie blanche, qui sort de l'alambic, donc une concentration. Et on ne veut pas un vin qui repose sur les râpes. Pourquoi? Mais parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des choses qui vont rappeler ce côté marc de Bourgogne, etc., ou de marc, tout simplement. Donc des vins assez légers, de par cet effet de multiplication. L'Uni Blanc aussi a des gros rendements, je sais qu'il a été choisi aussi pour cela. Par contre, le colombard, je ne sais pas si vous le savez, mais le colombard, ce que les Américains, les étrangers appellent le French colombard, est natif de Cognac. Et moi, je trouvais dans mon jeune âge que c'était sympa, c'était intéressant d'aller retravailler sur un cépage originel du Cognac. Quand on prend ce type de décision à Cognac, il faut se dire, bon, bah là, j'en ai pour 20 ans, hein, avant qu'on s'en rende compte. Vous le comprenez, on plante, 3-4 ans après, on commence à récolter. Après, il faut vieillir. Et après, enfin, le produit est un cognac qu'on peut vendre et mettre en bouteille. Donc là, vous avez la qualité ambrée qui existe chez Ferrand depuis très longtemps, qui est l'équivalent d'un VSOP et donc qui est sur 8 ans, 7-8 ans, avec de très vieux bonificateurs. Et ici, comme je vous le disais, 10% de colombard. Qu'est-ce que ça amène? Je ne sais pas si vous êtes d'accord, quand on le déguste, on est sur une certaine floralité qu'on ne retrouve pas nécessairement sur les autres cépages ou sur l'Uni Blanc, un cognac. Alors après, on a un côté, nous on est 100% Grande Champagne, donc ce côté mielleux, fleurs blanches, allez-y, dites-moi si on est en phase, légèrement poire ou coin, c'est les poires un petit peu pochées comme cela, qu'on retrouve sur ce type de cognac. Alors c'est la conjugaison de ce cépage qui est, encore une fois ici, à 10%, qui vient apporter sa floralité, et d'un cru particulier qui est la Grande Champagne. Je ne sais pas si vous êtes familier avec qui connaît bien la carte des crus à Cognac, je vous la fais en 2 secondes. La carte des crus, c'est un vignoble exactement à côté de Bordeaux, avec 6 crus, et au centre de la région de Cognac, vous avez le cru qui s'appelle le premier cru, et qui s'appelle la Grande Champagne. Alors, je ne sais pas... Moi, je sais, parce que j'ai écrit un bouquin sur le sujet, mais je ne comprends pas pourquoi, au départ, on s'est dit on va l'appeler Grande Champagne. C'est parce que c'est une petite région, pourtant ça s'appelle Grande, et ça s'appelle Champagne, ça n'a rien à voir avec le champagne. La vraie raison, c'est qu'en vieux français, Champagne fait référence à des terrains très calcaires. Et pourquoi Grande? Ce n'est pas un jugement sur la taille, mais sur la qualité. Après, on a la Petite Champagne, qui est une région qui est en réalité plus grande en taille que la Grande Champagne, un peu troublant. Quand on explique ça aux États-Unis dans une présentation, c'est sympa. Et en réalité, l'idée ici, c'était de dire que la concentration est moindre d'un point de vue, en réalité, calcaire. Voilà. Alors après, il y a des sous-crus dans les crus, qui étaient d'une vision très 19e, qui me passionne d'ailleurs. Mais voilà pourquoi la Grande Champagne. Et la Grande Champagne bénéficie du terme premier cru de Cognac à cause de cela. Voilà. Merci pour ceux qui nous rejoignent. Ça me fait plaisir de voir de l'amour pour le cognac. Je sais que je fais beaucoup de présentations sur le rhum plantation. Vous me connaissez en tant que maître distillateur et assembleur pour plantation. Mais le cognac étant ma première aventure, j'aime en parler. Donc sur ce ambré, je sais pas, il vous plaît? Vous
voyez ce qu'on essaye de faire ici, travailler sur une certaine fraîcheur, sur le fruit, de ne pas l'assommer. On est sur la Grande Champagne, donc c'est une intensité. Ce qui a fait la renommée de la Grande Champagne, qui coûte plus cher à produire parce que les rendements sont plus faibles, et c'est une région assez limitée en taille, c'est qu'on a à la fois de l'intensité aromatique et gustative, je sais pas, vous le voyez, sans brûlure, sans violence. Vous le mettez en bouche, vous avez comme ça une longueur en bouche, ça tient, ça a de la persistance, et c'est ce qui a fait que la Grande Champagne est un cru convoité depuis des siècles. Talleyrand, pour les Français ici, adorait un cognac de Grande Champagne, j'adore l'histoire, et le décrivait, je suis un nain à côté dans sa manière de décrire un cognac de Grande Champagne et comment il faut le boire. Voilà donc pour le ambré. Ici, vous avez les 10 générations des ferrants de la branche principale, qui sont les Élie Ferrand. Alors, une grande famille de viticulteurs, toujours dans la vigne. Le premier s'appelait Élie, peut-être par manque d'imagination, mais à mon avis surtout par le sens du patrimoine et de la lignée. Ils se sont tous appelés Élie Ferrand jusqu'au dernier, qui est mort à la Première Guerre mondiale pendant les Dardanelles. Et ensuite, c'est la branche féminine, avec Mademoiselle qui s'est éteinte sans héritier direct, qui nous a donc laissé prendre la suite d'un point de vue technique et historique. On a ici, d'ailleurs, j'aime beaucoup cette photo, je la mets toujours, c'est un selfie façon 1900, vous savez, peut-être il y avait la perche à l'époque, et là on voit Élie Ferrand, le 8e, qui est un grand monsieur du cognac, et d'ailleurs, c'est trompé sur la présentation, James Hennessy, c'est ce monsieur ici, on pense que c'est Édouard Martel, ça c'est sûr, c'est James Hennessy, donc vous voyez toute la clique des cognaciers de l'époque, à l'époque où les maisons de cognac étaient encore dirigées par des individus qui travaillaient leurs produits. Cette photo est assez réputée puisque c'était le moment où la Maison Ferrand avait remporté la médaille d'or, la palme d'or du concours agricole, général agricole en 1900, un diplôme qu'on a toujours et qui est d'ailleurs peut-être ici, je ne sais pas, on ne me rappelle plus dans la présentation, mais qu'on va vous montrer sur un des slides. On va goûter avant le 10 générations, donc cette référence. Et là, j'ai voulu, c'est une de mes créations, en recherchant dans les documentations, on voit dans le cognac un réemploi, et là je ne vais pas vous surprendre certainement, mais on voit un réemploi de fûts de vin, et notamment de fûts de vin de régions adjacentes. Alors quand j'en ai parlé à mes amis maîtres de chais qui me disaient « Oh là là, tu sais, on ne fait plus ça depuis longtemps », et d'autres plus anciens disaient « Oui, mais bien sûr ». Et je me suis dit « Mais c'est dommage de ne pas replonger nos racines dans cette tradition et de voir ce que ça donne ». Certains pensaient que c'était d'ailleurs illégal, que c'était plus possible. Et on a montré par un texte de 1923, qui n'a jamais changé, qui dit qu'un cognac est une eau de vie de vin vieilli en fût vierge, d'eau de vie de vin ou de vin. Forcément, c'est un produit issu du vin. Et il faut savoir que les domaines avaient souvent d'ailleurs une production de vin. Et vous imaginez que toute la région de Cognac est entourée de vignobles. Donc ici, j'ai voulu travailler avec 20% de ce cognac est vieilli en fût de Sauterne, l'autre en fût soit vierge pendant quelques mois et ensuite de fût de réemploi de cognac. Vous savez qu'à Cognac et surtout à la Maison Ferrand, on n'aime pas les spiritueux qui sont du jus de bois. C'est toujours la matière, et on aime toujours à chercher la mettre en valeur. Et donc on a ce cognac. Chez Ferrand, on n'est jamais à 40% 0,0, qui est le minimum légal pour le cognac. On a des degrés alcooliques toujours adaptés, qui sont en général montrés ici. Le premier était à un peu plus de 42, ici ambré. Ici, vous êtes sur un cognac à 46% d'alcool. Pourquoi ? Moi, j'aime les spiritueux qui ont du montant, qui ont de la vivacité, de l'intensité. Et je trouve que se mettre en minimum syndical de 40,00, je respecte. Il y a des cognacs absolument merveilleux à 40. Nous, on estime que d'avoir plus de concentration amène quelque chose d'assez fantastique sur le cognac. Donc, je vous invite à le goûter. C'est le 10 générations que j'ai fait en l'honneur de Mademoiselle quand elle est décédée, et bien sûr de cette lignée de Ferrand, qui nous ont laissé beaucoup de choses. Pardon ? Ah pardon, je pensais que c'était une question, il est au téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un petit séminaire d'une demi-heure, c'est toujours sympa, et donc il faut qu'on aille un petit peu vite. Mais je voulais qu'on passe en revue tous ces cognacs ici. Donc vous retrouvez certainement cette lignée. On a nos propres vignes en Grande Champagne. On a toujours ce caractère typique que vous retrouvez de fleurs blanches, de coins. Ici, on a des éléments floraux mis en avant, et notamment le mielé, encore une fois, que vous voyez avec pas mal d'intensité à 46%, parce qu'il n'est pas servi encore à 40,00 exactement. Et c'est un premier cru à cause du fait qu'il est issu exclusivement de la Grande Champagne. Chez Ferrand, on distille sur lit, c'est-à-dire qu'on ne filtre pas les vins avant de les mettre en alambic. Pourquoi ? C'est pour extraire plus d'éléments du vin
et de la matière première pour avoir cette sensation comme ça en bouche, avoir une quantité gustative importante quand on déguste. On reconnaît aussi un grand cognac par sa persistance, comment il reste en bouche et comment il se développe. Et ça, c'est une caractéristique aussi souvent des grandes champagnes, de certaines grandes champagnes. On a ici, on n'a pas le temps d'en parler bien en détail, Cognac, et ça, c'est pas propre à la Maison Ferrand, c'est propre à la région de Cognac, qui est assez magique. J'ai travaillé avec plus de 50 maîtres de chez au maître distillateur dans le monde entier. Je fais ça depuis 30 ans. Encore cette année, je vous le disais, avec les gens de Tilling, Kekoma, Aran, etc., sur des partenariats. Il y a une signature à Cognac et un savoir vraiment particulier. Et là, on peut faire un petit coup de cocorico sur l'élevage, le vieillissement, le travail du bois, qui est vraiment unique à la région de Cognac. Et c'est un fait établi, si vous voulez, avec des savoirs ancestraux qui sont magiques. Par exemple, à Cognac, on va travailler à dessein sur un chai humide ou sur un chai sec. Pourquoi? Parce que sur un chai humide, on va avoir une évaporation, une part des anges complètement différente sur un chai sec. On fait un cognac beaucoup plus rond, beaucoup plus souple dans un chai humide. Dans un chai sec, chez Ferrand, il y a 15 chais différents avec chacun des signatures. Un maître de chai va travailler avec cela. À Cognac, on ne dit pas « Oh, je prends du fût neuf tout le temps ». On va sur un vieux cognac redoueller le fût, changer une douelle. Ça, c'est un chai humide. Un chai humide, on ne stacke pas les fûts à plus de hauteur. Le sol est en terre battue. Et le cognac se dessine complètement différent. Et au fur et à mesure du vieillissement, vous allez être avec l'équipe et on va décider si ce cognac reste dans ce chai ou change de chai pour dessiner comme ça le goût et l'affiner au fur et à mesure. On redouelle les fûts. On va même je fais partie des amis tonneliers, on change les fonds maintenant des fûts, ce que les vieux n'aimaient pas faire parce qu'on ne savait pas chauffer les fonds de fûts. Et c'était difficile, on ne savait pas trop, on sait bousiner l'intérieur d'un fût. Et le premier qui a eu l'idée, c'était de les faire chauffer dans des fours, comme des fours à pizza, si vous voulez, où on va parfaire, une chauffe sur le fond du fût pour pouvoir reconstruire un fût avec un fond neuf ou deux fonds neufs pour travailler ce vieillissement dans les détails les plus importants. C'est des techniques qu'on applique aussi aux rhum plantations qui sont vraiment incroyables et qui sont uniques au niveau du cognac. Pourquoi on en parle peu? C'est que jusqu'à maintenant, c'est détenu complètement secret. Vous savez que les vieux, l'ancienne génération, et c'est vrai d'ailleurs dans le whisky, j'étais avec des copains de Ayla hier soir, et qui me disaient « Oh là là, les vieux, ils disaient rien, etc. » Et c'est vrai à Cognac. Et c'est maintenant, c'est ma génération, on n'est pas si jeune que ça, j'ai 53 ans, mais on a décidé, quand on était plus jeune, de dire « On va partager ces savoirs. » Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc d'où les chais humides, les chais secs, etc. À Cognac, avec aussi un travail sur l'eau, où souvent certains, on le fait encore pas à 100%, où certaines eaux, l'eau de réduction est affinée dans des très vieux fûts pour venir chercher comme ça certains éléments du cognac et ne jamais choquer l'eau de vie qu'on a travaillé derrière. Et ça, c'est magique. Et ça, on connaît. Et ça, vous voyez, il y a 30 ans, quand j'étais gamin dans ce métier, je n'avais pas le droit de vous le dire. Mais maintenant, c'est moi le chef d'une petite boîte. Et ça vous permet de partager comme ça ces savoirs qui sont complètement uniques à Cognac. Et on est français, beaucoup d'entre nous ici, et je trouve que c'est dommage, une espèce de désamour pour le cognac que j'ai du mal à comprendre parce que c'est un spiritueux absolument magique. Ici, on va goûter, et alors on ne les a pas tout à fait dans l'ordre. Avant de goûter celui-ci, je voudrais qu'on goûte le Double Cask, ici, qui est en fait un cognac réserve, 10 à 12 ans, qui a été vieilli en plus, au moins un an, celui-ci 2 ans, dans un fût de cognac au départ, sur les premières années, mais ensuite dans un fût de Banyuls. Pourquoi le Banyuls? Et pourquoi le Sauterne avant? L'idée ici, c'est pas d'aller rajouter un goût de Sauterne ou rajouter un goût de Banyuls, pas du tout. L'idée, c'est de mettre en avant les éléments gustatifs du cognac lui-même à cet âge-là. Ici, on travaille sur le numéro 2 ou 3 du Rancio. Rancio est un terme un petit peu abstrait. C'est quoi? C'est quand on met un spiritueux dans un fût, vous avez une certaine... vous avez des chaînes moléculaires qui se rallongent et ce goût qui vient, qui est rond, qui est sur la prune, l'abricot séché, une certaine estérification des fruits exotiques. Et cela, en réalité, les cognacés ont appelé ça le rancio. J'ai fait un essai où il y a 4 niveaux de rancio. Je ne vais pas vous embêter avec ça, ça prend à peu près 3 heures. Mais ici, on est sur un numéro 2 ou 3 du rancio, un niveau 2 ou 3 du rancio. Et le Banyuls a certains éléments de ce rancio, un peu chocolaté, un peu pruneau, que je trouve magique. Et de travailler sur un fût de Banyuls, on vient mettre en avant ces éléments du cognac à cet âge-là. Si vous le goûtez, on va le goûter ensemble. Donc il s'appelle Réserve Double Casque. Certains derrière ont des cartes, c'est moi qui ai marqué les noms, mais vous verrez, c'est marqué Réserve Double Casque, pas très bien écrit.
Là, vous voyez qu'on va vers quelque chose où on est moins sur ce côté fruits frais, floral, etc. Beaucoup plus fruits secs. Allez-y, dites-moi ce que vous ressentez. On peut y aller ensemble. Pardon? Totalement, absolument, merci. Et ça, c'est typique du rancio charentais. Alors, il y a un écrivain américain qui disait « Est-ce que le whisky a du rancio ?» En fait, c'était il y a 20 ans, il a fait tout un essai sur le sujet. Le cognac développe, puisque c'est un alcool de fruits, de raisin, à une richesse de la matière première qui permet de travailler des distillats vraiment intenses, vraiment spéciaux, et qui continuent à se développer sur ce côté rancio, c'est-à-dire pruneau qu'on retrouve. Je pense que c'est ce côté un peu chocolat, un peu type ovomaltine qu'on retrouve, le côté abricot séché, que je trouve là-dessus, en rétro-olfaction. Alors ici, comme vous verrez à chaque fois, chez Ferrand, on n'est jamais sur du 40,00. Ici, on est 42,3. Pourquoi, encore une fois? C'est que le degré alcoolique, c'est comme tous les spiritueux. Il n'y a pas une règle absolue. Il y a 1 degré par spiritueux. Je ne veux pas dire par spiritueux type whisky, cognac, ça. Par type, par expression. Puisque le degré est un multiplicateur de l'intensité gustative et aromatique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si vous partez avec quelque chose qui a une certaine légèreté, vous pouvez booster. Si vous avez Hulk dans le verre, si vous le mettez à 60%, ça ne sera pas accessible, il sera trop concentré. Le degré alcoolique est un multiplicateur, ce qu'on appelle nous techniquement des substances volatiles, qui sont grosso modo les éléments du goût, principalement les esters et les alcools sup. D'accord? Donc ici, on a donc vous voyez un cognac plus âgé, en grande champagne, qui laisse ses fruits frais et qui va vers des fruits secs dont on parle ici. On va s'engager maintenant sur un autre cognac, rapidement, alors encore une fois, si vous avez des questions, c'est toujours un plaisir. Ici, on va travailler sur un cognac qui est différent, qui s'appelle la Sélection des Anges. Ça, c'est une vieille tradition Ferrand, c'est une qualité qui existe depuis très très longtemps. Et là, le SDA travaille sur vraiment le 3-4e niveau du rancio, ce que vous aviez au départ. Et là, ce que j'aime parler de celui-là, et pourquoi je voulais l'amener ici, vous voyez ici que j'ai amené des cognacs, puisque chez Ferrand, vous savez, moi je suis celui qui ne peut pas s'empêcher de faire des expressions, que ce soit pour le rhum ou pour le cognac. Et donc à chaque fois, on est en création. Mais j'ai vraiment voulu choisir aujourd'hui, j'ai hésité à vous en mettre un autre, mais il n'y en a plus en stock, qui est le Renegade Barrel numéro 2, qui est un cognac vieilli en fût de châtaignier, qui n'a plus le droit de s'appeler cognac, alors qu'au 19e, c'était considéré comme une spécialité vraiment particulière. Ici, j'ai voulu vous montrer un cognac qui est vieilli 100% en chai humide. Donc vous avez quelque chose qui est presque huileux dans la matière, très rond, très fin, une longueur en bouche incroyable et aucune violence. Par contre, qui délivre énormément de goût. Là, on est sur un cognac de 25 ans d'âge, on est sur quelque chose de très ancien et qui montre comme ça l'effet du cognac du vieillissement sur le cognac. On a souvent, et je voyais la présentation d'avant très rapidement, on a souvent des gens qui cherchent à montrer, et je le respecte, mais que les différents climats vont accélérer ou ralentir le vieillissement. Je pense que c'est prendre le problème de travers. Pourquoi? Parce que le vieillissement, c'est des centaines de choses qui se passent dans le fût. Scientifiquement, j'ai à mes côtés quelqu'un de mon village qui a fait ses études. Lui, il a commencé par un doctorat en chimie. Ça n'empêche pas de faire des études de maître de chez après. Et en fait, ça lui sert à 10-20% de son travail. Parce qu'une chromatographie en phase gazeuse, elle vous explique que 10-20% de ce que vous goûtez. L'outil le plus précis, il n'est pas au laboratoire. Vous savez où il est? Il est au milieu de votre figure. C'est votre nez et c'est votre palais. Et ça, on n'a jamais su faire mieux. Ça, je lis des fois les nez artificiels, tout ça, c'est des conneries. La réalité, le vrai outil, c'est vous qui en avez un chacun et qui se travaille en permanence. Et donc, il faut le savoir. Et donc, vous voyez, ici, dans le vieillissement, il se passe plein de choses qu'on n'explique pas encore. Là, je fais beaucoup de recherches sur ce qu'on appelle le vieillissement dynamique. Qu'est-ce qui se passe quand un fût est mis sur un bateau et qui se balade comme ça pendant des semaines? Il y a des éléments absolument incroyables de transformation du spiritueux, mais certains iraient très vite en disant ça accélère le vieillissement parce qu'on a une estérification absolument énorme, etc. En réalité, c'est un vieillissement différent. Et c'est la magie du spiritueux, c'est où il est vieilli, il aura des caractéristiques spécifiques différentes.
Vous avez certains grands cognacs. À l'origine, le cognac était souvent vieilli en Angleterre dans des mines en sous-sol, ça s'appelle les Early Landed. Le cognac a su préserver cette tradition, fort heureusement. Nous, on n'en fait pas, mais certains en font, qui sont des cognacs qui sont assez magiques aussi. Donc on a su garder comme ces traditions qui sont fabuleuses du cognac. Donc là, on va le déguster ensemble. Le SDA qui est dans sa nouvelle bouteille. D'ailleurs, je salue le travail de l'équipe marketing. C'est pas moi qui m'en occupe. Je trouve qu'ils ont bien bossé. Et donc là, on a quelques. Vous sentez qu'ici, on a été en transformation avec le réserve double cask, ce côté rancio, avec une certaine fraîcheur qui nous restait. Ici, on va dans un autre univers, un univers vraiment de fruits secs. On a toujours une certaine vivacité, parce qu'on n'est pas sur un cognac de 50 ans ou de 70 ans. On en a un qui s'appelle Ancestral, qui est complètement méditatif. Et ce qu'on oublie, c'est la quantité de vin qu'il faut pour faire un cognac. Vous savez que sur un vieux cognac, un cognac qui vient d'être distillé, qui s'appelle une eau de vie, quand il n'a pas 2 ans, il faut 9 volumes pour 1. Quand vous allez vers des cognacs de 30 ans, suivant si c'est un cognac, un chai sec ou un chai humide, il vous faut 25, 30, quelquefois 35 bouteilles de vin pour faire une bouteille. On oublie. On dit oui, c'est le temps, mais ici on a une concentration et on a finalement ces éléments qui non seulement s'affinent dans le vieillissement, mais qui se recomposent ou qui se composent par cette espèce de filtre que représentent le fût et l'air. Alors aujourd'hui, un sujet qu'on n'a pas le temps d'approcher, mais qui est un sujet qui me passionne, c'est le bouquin sur lequel je travaille, La Grande Champagne, c'est fini, c'est les essences de bois. La France a un savoir magique, ancestral. J'ai toujours mon copain Alex Chatko de Tilling, je ne sais pas si vous connaissez Tilling, qui est un whisky qui est sympa d'Irlande, qui me nargue à chaque fois en venant un cognac, il reste chez nous, et qui me dit du genre nananaire, parce qu'eux, ils ont eu la chance de mettre dans leur IG, les indications géographiques, leurs règles du whisky, peut-être whisky vieilli en fût de bois, ce qui est la tradition du cognac jusqu'à 1945. Et là maintenant, on s'impose le fût de chêne, mais on ne peut pas s'empêcher chez Ferrand d'aller puiser comme ça dans l'histoire et faire certaines expressions. La dernière qui a été lancée, qui s'est vendue assez rapidement, on ne peut pas l'appeler cognac, on peut mettre que c'est du cognac au dos de l'étiquette, 100%, mais qui est vieilli en fût de châtaignier. Le châtaignier était réputé pour les grands cognacs du 19e. Ça fait partie de l'histoire, l'aventure. Je ne suis pas sûr qu'on ait un sur le stand. Si on en a un, c'est la dernière bouteille. Mais c'est fût, et on travaille sur 15 essences de bois qui sont l'héritage du cognac. Les tonneliers se rappellent, un vieux monsieur qui est en retraite travaillait avec moi sur ce bouquin, se rappelle de ces techniques. Certains vignerons ont encore, on en fait partie, de très vieux fûts qui sont en fût d'acacia, de châtaignier, etc. Pourquoi les gens ont laissé tomber ces essences de bois? Elles sont plus difficiles à travailler. L'exemple de l'acacia, qui est souvent considéré comme un fût fuyard localement, mais qui fait des choses fabuleuses sur les cognacs plutôt jeunes. Le châtaignier qui fait des cognacs très fins, vous n'avez pas l'amertume de certains tanins. Mais pourquoi les gens ont laissé tomber le châtaignier? C'est un bois qui est qui est le bois ivrogne, c'est-à-dire qu'il absorbe énormément de cognac. Le chêne va absorber entre 2 à 4% au moment où vous remplissez le fût. Je ne vous parle pas de la part des anges, je vous parle de ce qui va dans le fût. C'est pour ça que les gens en finishing réutilisent. Le châtaignier, la première année, 5%. Le chêne se satisfait de ces 4%, il a fait son travail. Le châtaignier, chaque année, vous prélève 1,5% ou 1% au passage. Donc vous imaginez bien que certains ont dit le châtaignier, c'est sympa, c'est délicieux, mais ça coûte cher. Et malheureusement, dans la vie, les bonnes choses ont toujours un prix. Et là, on travaille sur la réintroduction de ces essences de bois. Je voulais vous le dire, on travaille toujours sur des essences de bois qui sont préservées. En France, on a la chance d'avoir l'ONF, l'Organisation nationale des forêts, qui fait un travail remarquable depuis bientôt 2 siècles et qui s'assure que toutes les essences de bois utilisées dans la fabrication des fûts en France, on ne les salue pas assez souvent, continuent à être élevées et produites. Et on doit aussi remercier au passage Ikea, qui fait des meubles maintenant en sueur de bois et qui nous permettent d'utiliser ces essences de bois pour faire des super fûts au lieu de faire des armoires et des commodes comme dans le temps. Voilà, je voulais pour une petite note d'humour et pour vous dire. Je ne sais pas si ça vous plaît, mais vous voyez ce dont on parle. Ici, on parle sur des expressions de cognac. Et la Maison Ferrand se passionne, j'en suis à la tête depuis 30 ans, sur ces recherches et ces travaux où le cognac est un centre historique et culturel des savoirs, notamment au niveau du vieillissement et de l'élevage et de la vigne, pour des vins de distillation. Voilà. Je voulais vous remercier. On peut prendre quelques minutes peut-être pour les questions. Je sais qu'on enchaîne, c'est rapide. Je voulais remercier ceux qui sont venus là. C'est pas facile dans un salon du whisky de parler. On parle facilement du rhum et c'est fabuleux. Je fais une présentation juste après sur plantation dans le hall d'à côté. Mais ici, je voulais vraiment vous parler d'un spiritueux qui redemande à être redécouvert par les Français. C'est les étrangers qui en boivent.
Si vous êtes français, soyez-en fiers. C'est un grand spiritueux qu'on voit renaître progressivement. Et chez Ferrand, c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur. Merci à toutes et tous. Bon, par contre, je vous prie de m'excuser, je suis vraiment désolé, mais pour les questions